Oui, bonsoir les amis. On va continuer avec le même plan du cours, ou bien on va continuer avec les différents éléments du cours. Alors, je vous ai dit que le langage UML est un langage qui permet de visualiser, de spécifier, de construire des documents, de faire de la documentation. C'est un langage symbolique. Donc, ce langage, ça possède une sémantique, donc cela permet de mieux préciser et éviter l'ambiguïté complète lors du développement du système. Cela permet de construire une partie du code, des classes, et cela permet aussi de noter les différents diagrammes et les contraintes et aussi un ensemble d'exigences sont observées dans ce document en question. Parce que lorsqu'on veut développer une application, il faut documenter. Donc, il faut construire à partir du code, il faut spécifier, donc pour éviter de l'ambiguïté. Et puis, il faut aussi avoir des symboles, c'est-à-dire pouvoir développer une application, puis pouvoir concevoir une application. En fait, mais on va aller plus loin aujourd'hui. Et c'est que En fait, UML est un langage graphique qui permet de modéliser les systèmes sous la forme d'une collection d'objets. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on ne peut pas parler de la notion du UML sans se centrer sur la notion d'un projet. Qu'est-ce qu'un projet? Et qu'est-ce qu'un intervenant de projet? Et surtout un projet informatique. Donc, il y a deux concepts majeurs à cerner aussi, la notion de client et la notion de prestataire, et de manière graphique. Donc, on va juste définir un projet et dans un cadre général et dans un cadre plus spécifique, c'est-à-dire que dans le domaine même de l'informatique. Ok. Donc, on ne peut pas parler du ML sans mettre l'accent sur la notion de projet, sans la notion d'intervenant de projet, les personnes qui interviennent justement dans un projet. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'un projet? On peut dire d'abord un projet est un ensemble d'activités coordonnées maîtrisées. Donc, un projet, il comporte des dates de début et de fin. Et cela est entrepris dans les buts d'atteindre un objectif comme à des exigences spécifiques et à des exigences, non seulement des exigences, on peut dire aussi des spécifications. Donc, un projet, au départ, c'est un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées. Donc, il n'y a pas de projet sans avoir une date de début, une date de fin. Tout projet comporte toujours une date de début et une date de fin. Et il n'y a pas de projet sans un objectif. Mais le projet là, doit respecter justement les exigences ou les besoins. Donc, maintenant, si on veut développer un projet, d'abord, il faut poser la date, il faut avoir un objectif et il faut, c'est-à-dire déterminer les besoins et de ce projet-là. C'est pourquoi on dit qu'il doit être conforme à des exigences, il doit répondre à des besoins, il doit résoudre un problème. C'est pourquoi il a toujours un objectif. Donc, c'est la première définition. La deuxième définition, selon ISO, un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées, maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entreprises dans le but d'atteindre l'objectif conforme à des exigences, des spécifications telles que cela met l'accent sur les différentes contraintes délai, contraintes de coût, contraintes des ressources. Ok. Cela met l'accent sur contraintes de délai, contraintes contraintes de coût et contraintes de ressources. Parce que tout projet comporte un délai, tout projet se centre sur des coûts, c'est-à-dire sur l'aspect financier de l'application, du projet, disons,
et sur des ressources, par exemple, personnes et matériel. Donc, si on parle les trois types de contraintes. Donc, lorsqu'on parle de contraintes, c'est-à-dire qu'un ensemble d'éléments qui peuvent empêcher le développement du projet. Donc, cela peut mettre l'accent sur le développement du projet. Donc, si il n'y a pas un délai, c'est-à-dire une date de début et une date de fin, il y a pas d'argent, il n'y a pas de ressources, donc on ne peut pas mettre l'accent sur un projet. Donc, un projet contient justement trois contraintes majeures. Ok. Donc, ce qu'il faut cerner, ce qu'il faut retenir. Bien, on peut aller plus loin pour dire que un projet dans le domaine, c'est-à-dire, je vous ai dit qu'il faut définir ça de manière plus précise, c'est-à-dire que dans le contexte même du domaine, on parle le contexte informatique. Donc, un projet est un, dont les réalisations, on peut dire, un projet informatique est un projet dont les réalisations ou livrables se constituent d'outils, de méthodes ou services informatiques en respectant les contraintes de délai, de coût. On dit que dans le cas d'informatique, un projet, on dit que un projet informatique est un projet dont les réalisations, dont les livrables, dont le produit, on peut dire, c'est conseil d'outils, de méthodes. Il y a un ensemble d'outils, il y a un ensemble de méthodes ou services informatiques en respectant les contraintes de délai, de coûts et des ressources. Donc, lorsqu'on parle de réalisation bien livrable, on parle de produit. Donc, c'est-à-dire que le produit, c'est-à-dire les logiciels qu'on a produits, on parle de certains produits. Donc, on dit qu'on parle de livrable. Donc, cela constitue d'outils, de méthodes. Il y a un ensemble d'outils, un ensemble de méthodes ou services informatiques en respectant les dates, les contraintes, disons, des délais, de coûts et des ressources. Maintenant, dans un projet, il y a plusieurs intervenants, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs éléments qui interviennent dans le projet. Donc, il n'y a pas de projet sans des intervenants, c'est-à-dire qui sont des personnes, sont des gens, disons, qui interagissent dans ce projet. Maintenant, lorsqu'on parle d'intervenants, les personnes qui interagissent dans le projet, les personnes qui constituent le moteur même du développement de projet, parce qu'il n'y a pas de projet sans personne. Maintenant, mais il y a plusieurs types de gens. Premièrement, il y a justement le client, il y a aussi le prestataire. Donc, maintenant, le prestataire, c'est, on peut le client, c'est pour celui qu'on développe le projet. Ok, on va les MOA, c'est-à-dire maître d'ouvrage. Lorsqu'on parle de maître, c'est pour qui on développe le projet. C'est pour la personne en question, on parle le maître d'ouvrage, le MOA. Maintenant, pour celui qui va développer l'application lui-même, qui s'en charge, ça s'appelle le prestataire. Donc, c'est pourquoi on parle aussi de le MOI, le maître d'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre va être développée, va être faite par le prestataire, mais par l'équipe de développement. C'est-à-dire par l'équipe, par des développeurs, par les gens, par une équipe complète. Une équipe qui contient un ensemble d'éléments, un ensemble de gens qui, qui s'en chargent et qui a justement les outils nécessaires pour pouvoir développer le système en question, bien pouvoir développer ou bien et pouvoir réaliser l'œuvre en question. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il y a deux intervenants, deux types d'intervenants. Donc, il y a les clients ou le ou maître d'ouvrage, il y a le prestataire ou maître d'œuvre. Donc, je vous ai dit que le prestataire, c'est l'équipe de développement, et puis le client, c'est pour celui qu'on développe le projet. Tout à fait. Je pense que c'est compris là. Le maître d'ouvrage et maître d'œuvre, la réalisation permet aux différentes parties prenantes. Donc, la modélisation permet aux différentes parties prenantes, disons, ou bien maître d'ouvrage au client et maître d'œuvre ou l'équipe de développement, de mieux déterminer, de comprendre les différentes fonctionnalités du système en question. Pourquoi on fait la modélisation? On fait la modélisation pour pouvoir, pour que le client et les prestataires puissent comprendre, puissent déterminer mieux justement les différentes fonctionnalités de l'application.
Parce que lorsqu'on va développer, il y a un ensemble de fonctionnalités, il y a un ensemble de besoins, il y a un ensemble d'outils qu'il faut cerner. Sinon, l'application peut ne pas répondre avec ce qu'on appelle les besoins ou les exigences de l'application. Donc, ça va causer un problème de qualité. Donc, le logiciel peut ne pas, et, peut ne pas être de qualité. C'est pourquoi il est clair qu'il faut faire justement la jonction entre les deux moteurs d'un projet, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, tout ça. Donc, maintenant, dans un projet, il y a ce qu'on appelle le cycle de vie d'un projet, comme un bébé qui est comme lorsqu'on a un enfant, bien un bébé, tout ça. Donc, il a pris 9 mois, disons, pour pouvoir grandir dans le ventre de sa mère. Donc, il a pris 9 mois et donc, il y a tout un processus, il y a tout un cycle de vie. Donc, comme on avait l'habitude de dire, il y a dans le stade embryonnaire, donc pour arriver dans le stade d'un bébé complet. La mère va faire, et puis il va y avoir ce qu'on appelle l'enfantement, c'est-à-dire que la mère est enfantée. Donc maintenant, on donne un bébé qui était un produit. Donc ce produit-là a un cycle de vie, on parle du le stade embryonnaire et pour arriver dans le stade de l'enfantement. Donc je ne suis pas trop à l'aise dans le concept, mais seulement je voudrais vous faire savoir ça. Maintenant, c'est pourquoi on dit que le cycle de vie d'un logiciel, c'est l'ensemble des étapes de développement, l'ensemble des étapes d'un logiciel, l'ensemble des étapes, l'ensemble de c'est les étapes, les phases du développement. Donc, on dit que le cycle de vie d'un logiciel, c'est l'ensemble des étapes de développement d'un logiciel ou désigne toutes les étapes de développement. C'est-à-dire que l'ensemble des étapes qui subissent l'application, qui subissent le logiciel. Donc, parce qu'il y a un ensemble d'étapes pour pouvoir développer. Donc on ne reste pas un jour et on développe. On développe. Donc, il y a un ensemble d'étapes qu'il faut respecter, ensemble de phases, ensemble d'activités. Donc, c'est pourquoi on dit un ensemble de processus de développement. Donc, on dit différentes phases ou activités ou étapes de développement. Donc, qui sont les différentes phases dans le développement d'une application? Qui sont les différentes phases? On va regarder. Donc, je vous ai dit que le cycle de vie de logiciel, c'est l'ensemble des étapes de développement de logiciel. Le cycle de vie, c'est-à-dire le cycle même de développement, c'est l'ensemble des étapes de développement du logiciel. Donc maintenant, le cycle de vie de logiciel, c'est l'ensemble d'activités liées à la réalisation du logiciel. Maintenant, voici l'ensemble des activités qui font lors du développement d'un logiciel, l'ensemble des étapes. On parle du cycle de vie en gros. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des étapes. On parle de étude de faisabilité, analyse, conception, implémentation, test et livraison. Parce que nous allons voir justement l'étude de faisabilité, qu'est-ce que ça veut dire. L'analyse, c'est deuxième étape, deuxième phase, mais deuxième activité. La conception, troisième étape, troisième activité ou troisième activité. Implémentation, quatrième, il faut tester l'application et puis il faut livrer l'application. Et on peut ajouter, vous dire, il y a une autre phase, la phase de maintenance maintenant, mais la phase de livraison, ça permet avec le client de bien vouloir manipuler l'application. L'application est en service. On a livré l'application. Maintenant, on dit que le cycle de vie, c'est l'ensemble d'étapes conduisant à la réalisation du logiciel ou du produit. Donc, si on ne veut pas dire logiciel, on peut dire produit. Donc, le cycle de vie, ça trace la vie du logiciel depuis l'idée de sa création jusqu'à son abandon. Donc, le modèle de cycle de vie d'un logiciel. Donc, on dit que dans le cycle de vie d'un logiciel, il y a un ensemble de modèles. Donc, c'est comme s'il y a un ensemble de méthodes de développement.
il y a un cycle de vie, donc il y a un ensemble d'approches de développement. Donc, chaque équipe peut appliquer sa propre manière, sa propre méthode dans le cycle, dans le processus de développement. Maintenant, il y a le modèle en cascade, ou bien il y a la méthode en cascade, ou bien l'approche en cascade. Il y a le modèle en V, ou bien l'approche en V. Il y a le modèle itératif ou incrémental. Mais dans notre cas, nous allons utiliser le modèle incrémental. Et, et alors, et vous allez voir pourquoi je fais ce choix. Donc, je vous dis que dans le cycle de vie, il y a étude de faisabilité. Quand on parle de spécification ou bien, si on ne peut pas dire spécification, on peut dire analyse des besoins, c'est-à-dire que oui, on peut parler de exigences, détermination, on détermine les besoins. Et la phase d'analyse, donc, donc on analyse le logiciel, on fait la conception, on fait l'implémentation ou le codage ou le développement, ou bien la construction du logiciel, ou bien, et après on fait le test, on ne fait que tester l'application. Et puis on ne fait que livrer l'application et on fait la maintenance. Maintenant, il faut aller plus loin. Disons pour voir que qu'est-ce que, lorsqu'on parle de l'étude de faisabilité, qu'est-ce que ça veut dire? L'étude de faisabilité, c'est le fait de déterminer si le logiciel vaut la peine d'être mis en œuvre. C'est aussi une étude de marche. Est-ce que cela vaut la peine d'être réalisé? C'est-à-dire, est-ce que ce logiciel peut être réalisé? Est-ce qu'il y a un ensemble d'outils nécessaires? Est-ce que l'entreprise peut répondre avec les besoins pour pouvoir construire ce logiciel? Donc, c'est une étude de faisabilité, une étude de marche avant d'entrer justement dans les autres phases. La première phase qui est chez une application, c'est une étude de faisabilité. C'est-à-dire, elle consiste à faire une étude de faisabilité ou d'opportunité du projet. Donc, tout projet subit toujours une étude d'opportunité, une étude de marche, une définition du périmètre et des estimations globales du projet. Donc, on détermine est-ce que le projet vaut la peine d'être réalisé. Donc, dans la phase de spécification, dans la deuxième phase, on détermine l'ensemble des fonctionnalités du système. Donc, si le projet peut être développé, si le projet peut être mis en marche, donc ça donc, peut être mis en marche maintenant. Donc, il faut passer à la spécification des besoins. Il faut déterminer les différentes fonctionnalités, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments qui va être intégré, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions du logiciel. Donc, qui ça le bras jouer, quel rôle, quelle fonction, quel élément qu'on va intégrer dans ce logiciel après une étude d'opportunité. Donc, l'étude, la spécification ou bien la phase de spécification, cela permet de collecter les exigences, l'analyse du domaine. On analyse le domaine, c'est-à-dire chaque logiciel concerne un domaine précis. Est-ce que ça concerne la médecine? Est-ce que ça concerne la question sociale et universitaire? Est-ce que ça concerne une entreprise? Est-ce que ça concerne d'autres choses? Donc, ça dépend du domaine en question. Donc, pour la phase d'élaboration, si on ne veut pas dire la phase de spécification, puis la phase d'élaboration ou d'identification de la plupart des besoins. Bon, si on ne veut pas dire besoin, on peut dire les périmètres réels, les périmètres du projet, des estimations plus réalistes du projet. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire aussi que, on peut aller plus loin pour dire dans la phase d'analyse, il y a, c'est une phase super intéressante qu'il faut savoir, qu'il faut noter. C'est une phase intéressante qu'il faut noter. Pourquoi il faut noter ça? Parce que la phase d'analyse, c'est de comprendre les besoins du client. Il faut analyser les besoins du client. Il faut analyser les besoins du client
pour pouvoir les intégrer dans le cahier des charges. On parle de cahier des charges fonctionnel, pour mieux les intégrer dans le cahier des charges fonctionnel, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments qui vont être fonctionnés au niveau du cerveau, on parle le cahier de charges fonctionnel. Et dans la phase de conception, on détermine la façon dont les logiciels fournissent les différentes tâches ou fonctionnalités recherchées. Et donc, c'est ça. Maintenant, automatiquement, on fait de la phase d'analyse, on fait la phase de faisabilité. Il faut concevoir. Donc, le langage UML, dans un sens dans un sens plus large, concerne la conception. Donc, cela concerne la conception. Donc, c'est pourquoi il faut faire la conception. Le langage UML, au départ, nous permet de faire la conception, c'est-à-dire nous sommes de la troisième phase. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous enseigner la manière ou bien la façon dont il faut justement concevoir une application en utilisant le langage UML. Et dans la phase d'implémentation au codage, dans cette phase, on ne fait que coder l'application, on ne fait que construire l'application, on ne fait que développer l'application. Avec un ensemble de langages comme HTML, CSS, JavaScript, tout dépend de l'expertise de l'équipe en question. C'est-à-dire tout dépend de l'expertise et du logiciel qu'on va développer. Et donc la phase de construction, donc on dit la phase d'implémentation de construction, donc cela c'est l'implémentation itérative des fonctions importantes du système et qui présente des risques et une complexité moindre. Après avoir fait une étude de faisabilité, une étude de spécification, bien, de déterminer les besoins, et on passe à la phase de conception. Maintenant, il faut entrer dans la phase de codage, la phase de construction qui a une certaine complexité moindre, puisque si on développe, on fait une bonne conception, on peut avoir une application plus de qualité, une application qui respecte les besoins du client. Et on va, après avoir codé l'application, il faut tester l'application pour voir est-ce que ça tout marche, est-ce qu'il n'y a pas de bugs, des erreurs de l'application. Dans cette phase, on fait des tests pour chacune des tâches, pour chacune des fonctionnalités. On fait un test pour chaque itération terminée, c'est-à-dire pour chaque partie terminée. Donc, il faut, après avoir développé et implémenté, donc il faut tester. Si tout marche, on va entrer justement dans une autre phase qui est la phase de livraison, donc ou phase de transition. Donc, pourquoi on parle de phase de livraison? C'est parce que on va justement soumettre l'application avec le client ou le maître d'ouvrage, le propriétaire de l'application. OK? C'est lui qui a investi dans l'application. Donc, on va lui soumettre pour pouvoir rendre l'application publique. Donc, dans cette phase, on ne fait que fournir, on donne l'application, on ne fait que fournir, disons, au client, au maître d'ouvrage, une solution logicielle. Donc, après avoir développé l'application, donc, on donne celui-ci avec le client, on parle de solution logicielle, c'est-à-dire on solutionne le problème. Donc, on dit une solution logicielle. OK? On donne une solution logicielle, on donne des formations et on donne des assistants. C'est-à-dire que des assistants, c'est-à-dire qu'on donne que votre assistance. Maintenant, où la phase de transition, c'est le moment des bêta-tests et du déploiement. C'est-à-dire qu'on ne fait que des bêta-tests. C'est-à-dire que le logiciel est en fonction, donc les personnes vont effectuer des tests mineurs. Et les bêta-tests, ce sont les premiers tests du public sur le logiciel en question. Voilà. Et la phase de maintenance, c'est après avoir livré l'application, donc ça peut arriver qu'il y a un problème maintenant, l'équipe vous a appelé, c'est-à-dire que l'entreprise vous a appelé pour pouvoir faire des mises à jour. C'est-à-dire qu'on fait des mises à jour, c'est-à-dire qu'on fait des mises à jour et améliorer le logiciel pour assurer la pérennité, c'est-à-dire que la faillite de ce logiciel. Dans cette phase, on ajoute aussi des nouvelles fonctionnalités pour répondre
avec des nouvelles exigences ou besoins du client. Donc, je vous ai dit qu'il y a plusieurs modèles, le modèle incrémental, le modèle en V, le modèle en cascade. Et on ne peut pas rester aujourd'hui. Donc, je pense que vous avez bien compris la notion de le cycle de vie du logiciel. Vous avez compris la notion de projet. Vous avez compris la notion de client, la notion de prestataire. Et vous avez cerné les différentes phases de développement. Vous avez tout compris. Donc, je pense que dans une autre vidéo, on va parler de le modèle incrémental. On va dire pourquoi on fait choix du modèle incrémental, quel est l'avantage de ce modèle en question. Donc, à ne pas oublier de partager, et de partager, de faire que abonner à notre chaîne pour pouvoir recevoir justement les autres vidéos. Je vous souhaite déjà bon visionnage.